Ça Donc nous le voilà, on est très signale. heureux Nous sommes de te enregistrés. réaccueillir. Et sans plus tarder, je te laisse la parole. Très bien, merci. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Rémi Colère, ingénieur agronome. J'ai travaillé toute mon activité professionnelle en Alsace, donc sur des thématiques régionales qui intéressent la plaine d'Alsace essentiellement et un petit peu le vignoble. Je travaillais au sein d'une association professionnelle agricole qui était placée sous l'autorité morale, on va dire, ou l'autorité politique de la chambre d'agriculture, enfin des chambres d'agriculture alsaciennes. Ceci étant, c'était une association qui avait une relative indépendance et notre mission était plutôt de développer des travaux de recherche-développement à base d'expérimentation en particulier, destinés à répondre à des enjeux nouveaux qui se posaient à l'agriculture alsacienne, en particulier autour de l'émergence des questions environnementales. Nous avons donc commencé à travailler à partir du début des années 1990 sur des questions de fuite de nitrates liées à la fertilisation azotée et à la gestion des systèmes de culture, donc pour préserver la qualité de l'eau souterraine. Nous avons eu, à partir des années 2000, nous avons été confrontés à une recrudescence de coulées d'eau boueuse, donc manifestations liées à de l'érosion en zone agricole qui se traduit par des dégâts dans des villages ou dans des agglomérations. Donc là aussi, recherche de compréhension des causes et recherche de solutions pour tenter d'atténuer, voire de supprimer ces risques de coulées d'eau boueuse. Nous avons également travaillé sur la question des phytosanitaires. Et en parallèle de toutes ces questions qui sont au carrefour des pratiques agricoles et de ce qui se passe dans le sol, nous avons entrepris d'établir une cartographie des sols d'Alsace qui n'existait pas quand j'ai commencé ma carrière professionnelle en 1980. Il n'y avait pas de document répertoriant les sols qu'on est susceptibles de rencontrer en Alsace ou de les cartographier. Donc, c'est une activité importante qui s'est déroulée sur quasiment 2 décennies d'activité. On a eu l'occasion également d'aborder la question du comportement des phytosanitaires dans le sol et de leurs éventuelles fuites vers les eaux souterraines, là encore, ou les eaux de surface dans certains cas. Voilà, donc c'est de ce point de vue de praticien de l'agronomie, au contact d'agriculteurs et à la charnière avec le monde de la recherche que je vous parle ce soir. Et donc, cette conférence autour de la fertilité du sol est destinée à vous permettre d'acquérir les premiers réflexes ou les premières connaissances permettant de parler avec un éclairage plutôt scientifique de la fertilité du sol. Alors, mes diapositives ne sont pas forcément en plein écran. Je ne sais pas si vous le souhaitez. Je sais. Sinon, on passe à la diapositive suivante. Si c'est suffisamment lisible, on laisse comme ça. Donc, avant de parler du sol, on va. Les diapos, parce que j'ai un participant qui me faisait remarquer qu'il ne voyait pas la présentation. Est-ce que vous avez tous accès au... Ça y est, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Ok. Désolé pour l'interruption. Avant de parler du sol, on va quand même parler du végétal et du végétal, que ce soit un végétal spontané, naturel ou un végétal cultivé. Ce végétal est un organisme vivant qui a un certain nombre de besoins et qui va chercher un certain nombre de ressources dans le sol. Donc, on va repartir de ce point-là. Et à partir de cela, on va pouvoir définir la fertilité du sol. Quand on parle de sol, la fertilité du sol, c'est à la fois une qualité d'un sol modifié par l'homme, anthropisé. Les sols cultivés, ce sont des sols travaillés depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Néanmoins, au départ, il y a un sol naturel qui a été retravaillé par l'homme et les propriétés de ce sol naturel sont importantes aussi pour définir la fertilité du sol, même si celui-ci
depuis très longtemps travaillées et amendées par l'activité agricole. Je tenterai d'illustrer la variété des sols et de leur fertilité, de leur qualité intrinsèque avec quelques exemples pris justement en plaine d'Alsace. Et puis, on abordera pour finir, bien sûr, les rôles et conséquences des pratiques de l'agriculteur et du jardinier sur la fertilité, quels leviers on peut actionner pour renforcer cette fertilité, et puis comment on peut la regarder, en particulier à partir des analyses de terre que nous pouvons réaliser, autant pour le monde agricole que pour les jardins ouvriers ou pour des activités plus civiles. Alors, première diapo, le rappel de comment fonctionne une plante. Une plante, c'est une forme d'usine chimique qui a la capacité de convertir l'énergie lumineuse, donc la lumière solaire, le rayonnement solaire qu'elle va intercepter par ses feuilles, qui va la transformer en énergie chimique sous forme de molécules de sucre en particulier, dans un premier temps. Cette opération, c'est ce qui s'appelle la photosynthèse, hein, c'est réalisé au sein des cellules qui composent les feuilles des plantes. Cette opération chimique a pour substrat le dioxyde de carbone, du gaz carbonique, c'est le carbone du gaz carbonique qui va servir de squelette aux molécules de sucre. Et cette opération a pour conséquence le rejet d'oxygène dans l'atmosphère. Par contre, pour que cette opération se réalise, il suffit pas de lumière et de chloroplastes, il faut aussi que le végétal soit alimenté en eau d'une part. C'est une opération un processus extrêmement important. Cette eau, elle va être absorbée à travers les racines dans le sol et va être rejetée dans l'atmosphère, essentiellement sous forme de vapeur d'eau transpirée à la surface des feuilles. D'autre part, pour que la machinerie photosynthétique au sein des cellules dans les chloroplastes fonctionne bien, la plante doit fabriquer des protéines, fabriquer tout un tas de coenzymes, et pour ce faire, elle va devoir là aussi absorber à partir du sol et grâce aux racines un certain nombre d'éléments minéraux, en particulier de l'azote, du phosphore, du potassium, du calcium, du magnésium, plus un cortège d'oligo-éléments en très petite quantité, mais qui sont quand même indispensables au fonctionnement d'un certain nombre d'enzymes. Donc, le sol est un réservoir qui approvisionne la plante d'un côté en eau, de l'autre côté en éléments minéraux. Les produits de la photosynthèse, des sucres, bien sûr, ça c'est la molécule de base qui est issue de la photosynthèse. Et puis, à côté de cela, progressivement, l'élaboration de protéines, de lipides qui vont être des réserves de stockage d'énergie pour les graines en particulier. Donc voilà, une plante, c'est un être vivant. Et dernière information importante, la plante, même si elle réalise la photosynthèse, donc elle absorbe du gaz carbonique, elle rejette de l'oxygène, l'ensemble des cellules qui la constituent, au sein des tiges, des feuilles, mais aussi des racines, toutes ces cellules respirent. Donc, on a un cycle de respiration exactement comme celui des cellules animales. On absorbe de l'oxygène et on rejette du gaz carbonique. Pourquoi alors, bien sûr, la proportion entre la quantité qui dans le flux de photosynthèse et la quantité dans le flux de respiration, la photosynthèse domine largement, puisque sinon, il n'y aurait pas de croissance des plantes. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est que les racines aussi ont besoin de respirer. Les racines sont des organes vivants de la plante. Elles ont une contribution active à l'absorption des éléments minéraux et de l'eau. Et pour ça, pour qu'elles fonctionnent bien, il faut qu'elles puissent respirer. Donc, ça veut dire que dans le sol, il faut qu'il y ait de l'air qui circule un minimum. Alors, ce que je vous propose, c'est une vision agricole du sol, mais vous saurez sans aucun problème, je pense, la transposer
à une vision plus urbaine du sol, que ce soit pour un jardin potager, un jardin d'agrément ou même les espaces verts de la ville. On va rester dans le même registre. Alors, une parcelle fertile d'un point de vue agricole, mais c'est également le cas pour le jardinier, ça se résume d'une façon assez simple, c'est une parcelle qui permet une belle production de végétaux. Donc en agriculture, on va parler de rendement, sans trop d'efforts. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de se battre pour que les végétaux poussent. La croissance spontanée des végétaux est satisfaisante par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Alors, ça veut dire dans un premier temps, un sol suffisamment riche en éléments minéraux pour alimenter la plante. On a vu l'importance de l'azote, du phosphore, du potassium et du cortège des autres éléments minéraux pour alimenter la plante. Ça veut dire, deuxième temps, une alimentation en eau satisfaisante, puisque la photosynthèse est sous la dépendance d'un flux d'eau permanent entre le sol et les feuilles pour transporter les éléments minéraux absorbés. Et cette alimentation en eau satisfaisante, c'est à la fois l'eau qui se trouve dans le sol et la capacité qu'a le climat du lieu où l'on cultive à réalimenter régulièrement cette réserve en eau du sol pour qu'à tout moment, la plante puisse satisfaire ses besoins en eau. Le troisième aspect, pour qu'il y ait une bonne production végétale sans trop d'efforts, il faut, si possible, qu'il n'y ait pas d'attaque de ravageurs, donc des insectes ou des champignons parasites, ni des adventices envahissantes, ce qu'on appelle couramment les mauvaises herbes, qui vont faire concurrence à la plante cultivée dans notre parcelle. Une mauvaise herbe, c'est jamais qu'un autre végétal qui va puiser dans les mêmes ressources en eau et en éléments minéraux du sol que la plante cultivée. Donc, elle est en concurrence. Et donc, ces adventices, quand elles sont trop nombreuses, eh bien, leur croissance se fait au détriment de la croissance de la plante que l'on a cultivée. Alors, peu de ravageurs et pas d'adventices envahissantes, ça nous indique que le sol est un milieu qui est habité. Donc, au sein du sol, il y a toute une activité biologique. Les ravageurs, que ce soit des champignons, des insectes, ont pour la plupart une phase de leur cycle de vie au sein du sol. Et si le sol est vivant avec une bonne activité biologique, les ravageurs ou les champignons parasites seront probablement régulés au sein de ce milieu vivant. Alors, par contre, là, le sol n'y est pas pour grand-chose, enfin, c'est un milieu de vie. Le climat n'y est pas pour grand-chose. Par contre, les pratiques et l'environnement de la parcelle vont être déterminants sur la pression de parasitisme ou d'insectes ravageurs qui peuvent exister dans la parcelle. Donc là, on est dans un autre levier, on ne touche pas directement au sol en tant que tel, mais à l'environnement de la plante, le sol étant un des éléments de l'environnement de la plante. Alors, on va détailler ces trois domaines, la fertilité, la richesse du sol, sa capacité à alimenter la plante en eau, et puis l'activité biologique. On va commencer par le premier, donc le sol riche en éléments minéraux disponibles et utiles aux plantes, ce qu'on appelle dans notre jargon la fertilité chimique. C'est l'un des trois piliers de la fertilité du sol. On a revu rapidement les besoins des plantes, bien identifiés, azote, phosphore, potassium. Ces besoins des plantes, on a commencé à les identifier sérieusement au milieu du 19e siècle. Des travaux de Liebig, qui était un agronome avant de devenir une marque de soupe bien connue en Europe. À côté de l'azote, du phosphore, du potassium, le magnésium, indispensable pour les molécules qui réalisent la photosynthèse, du calcium, des oligo-éléments. Donc, j'ai déjà abordé le fait que ces éléments minéraux doivent être absorbés par des racines en bonne santé et bien développées, donc qui soient capables de se développer en profondeur dans le sol. Sur l'illustration, là, on a
simplement trois types de racines de plantes. Chaque espèce végétale développe un type d'enracinement en particulier. Il y en a avec beaucoup d'enracinement en surface, d'autres des enracinements en pivot qui descendent très en profondeur avant de se ramifier. Donc, on a des schémas d'enracinement des plantes qui sont extrêmement diversifiés. La fertilité chimique, c'est ce que le sol peut naturellement fournir, puisque le sol comporte est constitué d'un certain nombre d'éléments minéraux qui se débobinent en éléments simples. Hein. Mais ça peut être aussi, cette fertilité chimique, le sol augmenté par la fertilisation et des amendements. La fertilisation, c'est-à-dire les engrais qu'utilisent les agriculteurs, les engrais qu'utilisent les jardiniers qu'on achète en petits flacons là, sur les rayons de botanique ou d'autres grandes surfaces, ce sont des éléments minéraux qui vont compléter l'offre du sol. Et cette fertilité chimique, elle est mesurable au moyen d'analyse de terre. Cette fertilité chimique, elle est mesurable parce que justement, depuis le milieu du 19e siècle, où on s'est aperçu que les plantes consommaient de l'azote, du phosphore, du potassium et un cortège d'éléments minéraux, on a appris à doser ces éléments minéraux dans le sol et à doser la partie de ces éléments minéraux qui semblent accessibles aux racines des plantes, que les plantes peuvent facilement absorber. Donc, c'est là-dessus qu'on reviendra sur la lecture d'un bulletin d'analyse de terre en fin de conférence. Deuxième aspect, pour la satisfaction des besoins des plantes, une alimentation en eau satisfaisante. Alors, on va considérer que le sol est constitue une sorte de réservoir qui est capable de stocker de l'eau et de la restituer aux plantes. Cependant, pour que le sol puisse stocker de l'eau, il faut qu'il y ait un certain nombre de vides au sein du sol pour que l'eau puisse s'y emmagasiner. Donc, ces vides au sein du sol, c'est ce qu'on appelle la porosité. Et la capacité de stockage de l'eau d'un sol dépend de cette porosité. Alors, comment illustrer cette porosité ? Vous prenez un tas de sable bien sec. Vous remplissez un seau avec ce sable bien sec et puis vous commencez à verser 1 litre d'eau. Ce litre d'eau, il rentre dans le sable. En surface, on ne voit plus rien. Vous versez un deuxième litre d'eau. L'eau rentre de nouveau dans le sable et en surface, c'est toujours sec. Donc, cette eau, elle est bien présente dans le seau. Simplement, elle a été stockée entre les grains de sable, dans les vides qui sont situés entre les grains de sable, et c'est ça qu'on appelle la porosité du sol. Alors bien sûr, cette porosité dans un sable, elle est très très élevée, parce qu'avant de voir l'eau déborder en surface, il faut mettre beaucoup de litres d'eau dans un seau de sable. Par contre, quand on va s'intéresser à des sols plus argileux, plus limoneux, cette porosité, elle va avoir des qualités différentes. Elle sera toujours présente, mais elle sera de plus en plus fine au fur et à mesure qu'on ira vers des sols de plus en plus argileux. C'est cette porosité, donc l'existence de ces vides entre les agrégats qui forment le sol, qui permet à la fois le stockage de l'eau, mais aussi l'enracinement. Une racine de plante n'est pas un perforateur, une racine ne se développe que là où elle a de la place pour passer. Donc, elle va utiliser la porosité du sol pour se développer, s'étendre et aller visiter un plus grand volume de sol. Et c'est à travers cette porosité aussi que de l'air va pouvoir circuler et permettre la respiration du sol, si importante pour la bonne santé des racines. Cette porosité, elle a pour faculté de pouvoir être entretenue. On peut l'améliorer, mais on peut aussi malheureusement la dégrader facilement. La dégradation, c'est quoi ? C'est des tassements par les engins agricoles. Et là, sur la petite image, on voit une trace de roue de tracteur sur une parcelle
avec des bourrelets de part et d'autre de la trace de roue de tracteur. Ça veut dire que le sol s'est bien tassé sous la roue. Quand on tasse, ça veut dire qu'on diminue la porosité, et en diminuant la porosité, on peut créer des obstacles physiques aux racines et créer même de l'asphyxie dans le sol parce que l'air ne va plus pouvoir circuler dans le sol. L'entretien et l'amélioration, elle peut se faire de deux façons différentes, par des outils, quand on bêche, quand on passe une charrue, quand on passe un outil à dents. Qu'est-ce qu'on fait? On recrée artificiellement, de façon mécanique, une forme de porosité, puisqu'on fracture le sol et que les modes de sol vont laisser pas mal de vide entre elles. Mais une deuxième façon beaucoup moins fatigante de reconstituer une porosité dégradée dans le sol, voire de l'améliorer, c'est de favoriser l'activité biologique au sein du sol. Et on va le voir dans les diapos suivantes. Alors, j'avais signalé en tout début que la porosité, elle est dépendante de la teneur en sable, en limon et en argile. Et cette porosité peut effectivement être déficiente de par la nature même du sol, sans qu'on puisse rien y changer. L'eau, elle n'est pas suffisamment retenue dans les sables. On peut en mettre beaucoup, mais les sables ne retiennent pas l'eau. Et à contrario, dans les argiles, l'eau, elle est trop fortement retenue au sein de la matrice argileuse pour que les plantes, souvent, puissent l'utiliser correctement. Alors, cette notion de porosité, ça nous amène au concept de fertilité physique, puisque là, on est dans un monde très matériel où on regarde des agrégats, des particules solides et de la façon dont elles sont organisées entre elles dans le sol. C'est bien de la physique et on parle de fertilité physique. Comment est-ce qu'on peut se représenter la porosité? Je dois vous avouer que lorsque j'ai fait mes études d'agronomie, le mot de porosité, se représenter la porosité d'un sol, c'était quelque chose de pas évident du tout. C'est un concept qui n'est pas instinctif. Donc, je vous en propose une première illustration. On a en haut à gauche une motte de terre qui a l'air un peu compacte, qui fait une dizaine de centimètres, qui est issue d'un champ qui vient d'être labouré. Et puis, cette motte de terre, je l'ai prise entre deux doigts, j'ai appuyé un tout petit peu dessus et ça a donné la représentation, l'image qu'on a en bas à droite. C'est la même motte de terre, simplement en appuyant un petit peu avec les doigts, on a fait jouer le réseau de fissures qui existait déjà au sein de la motte de terre. Et ce réseau de fissures que l'on voit très bien ouverte en bas à droite, c'est une partie de la porosité. Donc, c'est très concret dans cet exemple-là. On va aller regarder un peu plus en détail sur la diapo suivante. On va regarder au microscope cette fois. Donc, on prend une petite motte de terre, quelque chose qui doit faire quelques centimètres, et on fait une lame mince pour la regarder au microscope. Donc ça, ceux qui ont fait un peu de biologie savent ce que c'est qu'une lame mince, c'est-à-dire on découpe une micro-tranche de sol et on la regarde au microscope. Et là, on voit, alors, sur cette image, le blanc, c'est du solide, c'est des particules de terre. Le noir et les petits traits qui circulent autour, tout ça, c'est le réseau de fissures. Donc, on a, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris. Là, oui. On a un agrégat de terre et au sein de cet agrégat, on voit des petits points noirs. Ça, c'est des vides. Au même titre qu'ici, le noir, c'est un vide lié à une fissure. Ici, c'est un vide, mais qui est lié sans doute soit à une racine qui est morte, qui était présente dans l'agrégat, soit un animal qui a circulé, qui a fait une microgalerie. Et donc, on voit que cette porosité elle est constituée d'une part de fissures et d'autre part de pores qu'on peut observer au sein des agrégats. Vous avez ici l'échelle, c'est 5 mm. Donc, la porosité, c'est quelque chose qui se cherche qui est à la fois macroscopique, mais aussi microscopique. Il faut chercher à l'échelle du millimètre ou du dixième de millimètre. Troisième aspect, le sol est un milieu habité et vivant.
il y a des tas d'organismes vivants qui ont le sol comme milieu de vie. Des bactéries, des champignons, des insectes, des arthropodes, et ça va jusqu'aux taupes, qui sont des habitants du sol. Ces habitants du sol interagissent entre eux, ils se bouffent les uns les autres, hein, pour parler simplement, et ils interagissent aussi avec les végétaux, en particulier les bactéries et les champignons autour des racines. C'est une véritable oasis de vie qui est entretenue autour des racines des plantes, au bénéfice des bactéries et des champignons qui rendent eux aussi service aux racines des plantes et aux végétales en général. Du coup, toute cette vie dans le sol, ce sont des fonctions clés pour la fertilité du sol. C'est d'abord de la création de la porosité. Les vers de terre qui circulent dans le sol créent des galeries. Ces galeries participent à la porosité. Ça, c'est celle qu'on peut voir, mais il n'y a pas que les vers de terre qui créent ces galeries, qui créent des galeries comme milieu de vie. C'est aussi de la mobilisation des éléments minéraux du sol que les racines ne sont pas forcément capables d'aller extraire par elles-mêmes. Alors que ce soit des bactéries ou des champignons, ces bactéries et ces champignons sont souvent capables d'aller mobiliser des éléments minéraux au contact des minéraux du sol et de les rendre assimilables par les plantes. C'est le recyclage de la matière organique qui tombe sur le sol, et ça c'est l'ensemble de la chaîne trophique du sol, de tous les organismes vivants du sol qui participent à ce recyclage de la matière organique. Et puis c'est les fonctions de régulation entre les organismes vivants au sein du sol, mécanismes de régulation qui vont éviter qu'un certain nombre de pathogènes, que ce soit des nématodes, que ce soit des champignons parasites, des bactéries de la pourriture des racines, soient trop présentes et trop virulentes en s'attaquant aux plantes. Alors, le recyclage de la matière organique, c'est une fonction qui est apparue au cours de l'évolution et je vais faire un petit détour. Les mines de charbon qui datent du Carbonifère, ce sont donc des lits de végétaux qui sont tombés sur le sol de leur belle mort et qui sont restés sans décomposition. Et il aura fallu attendre dans l'évolution de la vie sur Terre qu'à un moment donné, les champignons soient capables de décomposer la cellulose et la lignine des végétaux pour éviter que tous les continents soient recouverts de masse végétale incapable de se décomposer. Donc le recyclage de la matière organique, s'il n'y avait pas ce recyclage, les continents seraient étouffés sous les végétaux morts qui seraient incapables d'être décomposés. Alors, petit retour sur l'importance de l'activité biologique dans le sol pour la création de porosité. Le mélange et la création de porosité par les organismes vivants du sol, ça porte un nom savant qu'on appelle la bioturbation. Vous en avez la définition, et là vous avez à droite une illustration par une vue d'artiste, qui montre des galeries de vers de terre, des galeries de taupes, donc une taupe qui est en train de dévorer, de se régaler d'un ver de terre, des insectes qui ont des loges qui se sont installés, qui ont pondu des œufs, des choses comme ça. Et à l'échelle microscopique, on a le même phénomène. Et à gauche, quelque chose que l'on peut observer dans un sol quand on creuse une fosse. Et ça, c'est une fosse pédologique, une fosse ouverte dans un sol sur une parcelle du lycée agricole d'Aubernay, dans laquelle on peut observer l'importance de la bioturbation à travers illustré par ce ver de terre dont on a interrompu la sieste, si on peut dire, qui est en train de circuler dans une galerie verticale qui est le petit canal noir. Et ces vers de terre ont une extrême importance pour la porosité profonde du sol. C'est ce qu'on nomme la catégorie des vers de terre anéciques.
qui vivent dans une loge en profondeur dans le sol, vers 60-80 centimètres, qui passent l'essentiel de leur temps, mais qui toutes les nuits remontent en surface pour aller chercher des végétaux et se nourrir. Donc ça veut dire que en permanence, ils entretiennent une galerie verticale qui fait quelques millimètres de diamètre. Et vous imaginez bien que quand il pleut abondamment sur un sol très riche en galeries verticales de vers de terre, vous allez retarder considérablement l'apparition des phénomènes de ruissellement en surface. Donc, d'où l'importance de préserver, autant que faire se peut par les pratiques agricoles et les pratiques du jardinier, préserver le milieu de vie de ces vers de terre, alors les anéciques en particulier, mais tous les autres également. Cette importance des vers de terre a été décrite par Charles Darwin dès 1882, avec cette phrase tirée d'un de ses ouvrages. La charrue est une des découvertes les plus anciennes et les plus précieuses de l'humanité, mais le sol était déjà régulièrement labouré par les vers de terre longtemps avant son invention. Et je vous inciterai à réécouter en podcast une petite émission de France Inter que j'ai entendue la semaine dernière d'un agronome qui a créé la Ligue de défense des vers de terre et qui souligne que même avant Darwin, la reine Cléopâtre en Égypte avait rendu sacrés deux animaux dans la vallée du Nil, les carabes, c'est-à-dire les bousiers qui sont capables de recycler de la matière organique et de la transformer, et les vers de terre. Donc, manifestement, la prise de conscience des vers de terre, elle est ancienne, mais on l'a un peu oubliée dans les sociétés contemporaines. Alors, pour qu'un sol fonctionne, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup d'activités biologiques en son sein, il faut que tous les animaux du sol aient à manger. Alors, j'ai dit tout à l'heure, les animaux du sol se mangent les uns les autres, mais au départ, le point de départ, il est là. Le point de départ, c'est la photosynthèse, la production de matière végétale par les plantes, qui vont être les aliments premiers, sous forme de matière organique morte, de toute la chaîne trophique qu'il y a derrière. Donc, des bactéries et des champignons qui décomposent, des nématodes qui sont parfois consommateurs directs des racines, et puis derrière tout un tas d'autres organismes qui vont se nourrir eux-mêmes des bactéries et des champignons pour aller jusque aux organismes les plus évolués, les oiseaux et les mammifères. En passant, on a oublié les vers de terre quand même dans ce schéma, c'est un peu dommage, mais voilà. Donc ça veut dire que chercher à développer l'activité biologique du sol, c'est d'abord et avant tout donner à manger à toute la chaîne trophique. Alors, petite remarque au passage, dans les pratiques agricoles très conventionnelles, qu'est-ce qu'on fait? On récolte tout. On récolte le grain, on récolte la paille, et puis après, on laisse en sol nu pendant 6, 7, 8 mois parfois. Et donc, grosso modo, il n'y a pas beaucoup à manger pour les chaînes trophiques au sein du sol. Donc, c'est une des évolutions préconisées de réintroduire le maximum de plantes de couverture dans le sol, avec comme bénéfice premier l'alimentation de la chaîne trophique du sol. Bénéfice second, c'est que ça crée aussi un microclimat qui évite un échauffement trop important des couches supérieures du sol, parce que le sol, il est à l'ombre sous une plante. Et petite illustration de toute la richesse et la biodiversité qu'on peut rencontrer dans un sol. 1 gramme de sol, une cuillère à café de sol, on a l'habitude de dire ça. Il y a plus d'habitants dans une cuillère à café de sol qu'il n'y a d'humains sur la Terre. Des milliards de bactéries, de champignons, d'algues, de protozoaires, des animaux microscopiques. Autre point, ordre de grandeur à souligner,
Les vers de terre, quand on fait des recherches de vers de terre, ça se mesure facilement relativement facilement dans les sols. Il y a des protocoles accessibles à des citoyens pour faire des mesures de vers de terre dans les sols. Les résultats de ces mesures peuvent aller de 5 individus identifiés par mètre carré jusqu'à 100 individus par mètre carré. Vous imaginez la différence de porosité entre d'un côté 5 individus et de l'autre côté 100 individus par mètre carré vivant et travaillant le sol. Quand on est dans une prairie, je vais prendre un ordre de grandeur, une prairie raisonnablement intensifiée, un agriculteur peut élever à peu près une vache et demie, voire 2 vaches à l'hectare. Sous cette prairie, on a 4 tonnes de vers de terre à l'hectare, c'est-à-dire qu'on a 5 vaches en vers de terre à l'hectare. Donc il y a beaucoup plus de monde vivant dans le sol que la végétation non nourrie en surface. Quelques exemples de gros défauts de tassement qui affectent la fertilité physique de façon pas forcément totalement irrémédiable, mais qui en tout cas génèrent des difficultés d'enracinement certaines. La première image en haut à gauche, vous voyez une forme de feuilletage ici. On est à 40 cm de profondeur et dans ce sol, la pression de la roue de tracteur, enfin ces roues de tracteur et sans doute roues de remorque dépendeur à fumier qui a épandu en hiver sur des sols détrempés, la pression de la roue s'est transmise jusqu'à 40 cm de profondeur et ces feuilletages vont créer un obstacle aux racines qui ont envie de descendre verticalement. On voit aussi des tassements ici, voilà, cette zone-là, elle est très tassée, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de porosité, alors que la partie au-dessus, il y a des mottes et des vides. On est à l'interface entre la partie qui a été retournée par la charrue lors d'un labour et la partie qui n'est pas travaillée par la charrue, mais sur laquelle le tracteur, la roue des tracteurs roule directement. Et donc, c'est ce qu'on appelle un fond de labour, voire une semelle de labour. Et cette semelle de labour, c'est un obstacle à la diffusion verticale des racines. On le voit encore mieux ici, parce que là, on en a même 2. On a une semelle de labour qui correspond à l'horizon le plus profond qui ait jamais été travaillé dans la parcelle. Il y a peut-être une dizaine d'années auparavant. Et là, c'est la semelle de labour qui correspond au labour récent de l'agriculteur. La partie labourée, on la voit bien ici avec ses grosses mottes et ses vides juste au-dessus. Alors, comment parfois on observe, on décèle ces tassements? Par la forme particulière que prennent les racines. Vous avez sur cette image en bas à droite une racine qui semble s'être développée sur un plan, coincée dans une fissure. C'est ce qu'on appelle une racine en arête de poisson, tout simplement parce que dans une racine normale, dans un milieu poreux, la racine émet des radicelles dans toutes les directions. Ça ressemble à un goupillon plutôt. Quand la racine se développe, arrive à se glisser dans une fissure, mais qu'elle ne peut pas sortir de cette fissure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va envoyer des radicelles à droite et à gauche dans la fissure, et on va avoir cette forme d'arête de poisson où tout est aplati. Donc c'est une figure caractéristique de ce qu'on peut observer dans un sol tassé. Alors, on vient de voir des qualités du sol que l'on peut tenter de modifier, la porosité grâce à l'activité biologique, voire au travail du sol, la fertilité chimique, l'activité biologique que l'on peut encourager ou favoriser grâce à un certain nombre de pratiques. Mais il reste quand même qu'au départ, un sol, on part de quelque chose qui a une histoire longue et ce sol possède des caractéristiques permanentes qu'on ne saura pas ou très peu modifier et qui déterminent en partie la fertilité. Alors, comment se forme un sol? Au départ, on a un matériau qu'on va appeler la roche-mère, qui est une roche solide,
sur lesquels va se développer progressivement des lichens, puis des mousses, et puis finalement un début de végétation. Il suffit d'aller observer en montagne, hein, on voit en montagne vosgienne ou ailleurs, on voit sur les roches, on peut facilement observer l'étape lichen, l'étape mousse et puis l'étape premiers végétaux qui s'installent dans des creux ou dans des fissures. Ça va comme cette activité biologique de surface, elle produit des acides qui vont progressivement attaquer, minéraliser la roche et commencer à former une esquisse de sol. Ça va progressivement diffuser en profondeur. Et puis, autre processus qui intervient en parallèle, les précipitations. Donc, il y a de l'eau qui circule, de l'eau de pluie qui rentre dans le sol, qui circule, qui va emmener des éléments libérés en surface et les emmener en profondeur. Et à l'inverse, les végétaux transpirants, consommant de l'eau, il va y avoir des flux verticaux d'eau qui vont faire remonter éventuellement d'autres éléments comme du calcium, etc. Et à la fin, à la toute fin, on peut avoir dans cette colonne de sol, avec ces mouvements verticaux, cette activité biologique, les mouvements verticaux de l'eau, on va avoir une différenciation en horizon. Alors, il paraît que le mot horizon pour les sols, c'est très poétique, j'y souscris assez. Mais les horizons, voilà, ce sont des couches qui se différencient au sein du sol par des phénomènes d'évolution tout à fait naturels. Alors, très classiquement, on a la roche-mère qui n'a pas beaucoup évolué, on a une partie qui commence à être altérée, là on a des horizons surtout minéraux, c'est-à-dire qu'il y a très peu de matière organique parce que les racines n'y descendent pas forcément. Ici, on a une couche organo-minérale, ce sont des éléments minéraux de la roche-mère, partiellement décomposés, mais enrichis par la matière organique des végétaux qui se sont développés sur le sol, hein, les racines en particulier. Et puis en surface, la petite couche d'humus, parce que c'est là où il y a les débris végétaux qui s'accumulent et puis toute l'activité biologique qui se développe pour les décomposer. J'ai parlé de roche-mère, c'est pas toujours une roche. Si on regarde en plaine d'Alsace, on a la plaine d'Alsace, elle est couverte d'alluvions du Rhin. On peut pas parler vraiment de roches. Ce sont des sables, des graviers, des galets, etc. Donc, on va plutôt parler dans ce cas-là de matériau parental. C'est un terme plus général et qui peut recouvrir plus facilement la grande diversité des situations qu'on rencontre. Donc, le sol est un milieu issu d'une histoire très longue. Pour arriver à ce stade-là, il faut des dizaines, voire des centaines d'années. Ce milieu c'est un milieu poreux. J'ai insisté abondamment sur cette question-là. Dans un sol, il y a à peu près 40 à 60% de vide. On ne les voit pas forcément, mais pourtant, le sol, c'est autant de vide que de plein et de matière minérale. Ce sont des éléments minéraux qui sont hérités de la roche-mère ou néoformés, et donc ça veut dire que les qualités d'un sol vont quand même être très dépendantes de la géologie du lieu où c'est développé. Ce sont des éléments organiques issus du vivant qui vont représenter entre 1 et 5% de la masse des sols dans les sols cultivés. Des organismes vivants, et puis le tout est organisé en couches successives bien différenciées qu'on appelle les horizons. Il faut de 200 à plusieurs milliers d'années pour former 1 centimètre de sol. Donc, une citation de la société savante américaine qui s'occupe des sols. C'est un ordre de grandeur, mais ça souligne un fait important, c'est que lorsqu'on détruit un sol, alors par l'érosion, par des phénomènes d'érosion, par le bétonnage, la création de routes, etc., où on imperméabilise un sol, eh bien, on perd un héritage qui sera pas facile à reconstituer. Donc, il faut savoir où s'arrêter dans ce domaine, sans doute. Les paramètres du sol qui vont être les paramètres clés de la fertilité au sens fertilité d'origine du sol.
donc ce qu'on appelle les paramètres pédologiques en relation avec la science du sol. Ça va être bien sûr son épaisseur. Plus le sol est profond, plus on a des chances qu'il puisse stocker une grande quantité d'eau. Ça va être sa granulométrie, c'est-à-dire quel est le pourcentage d'argile, de limon, de sable qui le compose, et y a-t-il des éléments grossiers, des cailloux, des graviers, parce qu'en général, ces éléments grossiers ne stockent pas d'eau, et donc ça va être du volume en moins pour stocker de l'eau dans le sol. On va avoir des histoires d'acidité ou de basicité à travers le pH, la teneur en calcaire, la capacité d'échange cationique, ça je vais revenir dessus plus tard. Ça va être sa teneur en matière organique. Si un sol est riche en matière organique, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a une activité biologique qui se développe et qui se maintient. Et puis un troisième élément dont j'ai pas encore parlé, c'est ce qu'on appelle l'hydromorphie, c'est-à-dire l'excès d'eau ou le risque d'asphyxie du sol. Si un sol s'engorge et n'arrive pas à évacuer l'eau en excès, tous les pores du sol vont être remplis par de l'eau et non pas par de l'air, et donc ça va créer un milieu asphyxiant pour les racines. Donc, ces paramètres pédologiques, ça varie bien sûr d'un sol à l'autre, mais aussi d'un horizon à l'autre au sein d'un sol. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à les différencier quand on fait une observation. Alors, 4 exemples de sols alsaciens pour illustrer ces caractéristiques naturelles du sol sur lesquelles se fonde la fertilité d'origine du sol. Alors, un premier exemple, issu des collines de Leuze que l'on trouve autour de Strasbourg, voilà, toute la zone du Korosberg, les collines de Brumath, au sud de Strasbourg, toute la bande sur laquelle sont installés Erstein, Fegersheim, etc. Du Leuze, donc un matériau d'apport éolien lié aux dernières glaciations, donc une dizaine de milliers d'années à peu près, une texture très très riche en limon, limon avec un peu d'argile, avec une très forte porosité naturelle entre ces limons et ces argiles, indépendamment de l'activité biologique. Le matériau est calcique ou calcaire, c'est-à-dire qu'il est riche en calcium. Le sol est profond en général, 100 cm. Il n'y a pas de problème d'excès d'eau, c'est-à-dire que quand il pleut abondamment, l'eau circule très bien vers la profondeur. Et du coup, on a des sols qui ont une réserve en eau absolument phénoménale. Alors je vais traduire ça en mètres cubes par hectare. C'est 1600 à 1800 mètres cubes par hectare de sol qui sont stockés et accessibles aux racines sur une profondeur de 80 à 100 cm. Alors pourquoi on parle de millimètres? Tout simplement parce que quand on étudie les besoins en eau des plantes, on les calibre en millimètres par hectare. C'est facile à comparer aux pluies en même temps. 1 millimètre par hectare, c'est 10 mètres cubes. Voilà, c'est tout simple. Les besoins d'une plante en plein été, d'une culture intensive en plein été, ça plafonne à 5 mm par jour. Donc, quand vous avez quasiment 200 mm, ça veut dire que la plante est capable de survivre 40 jours sans pluie dans ce type de sol. Alors, bien sûr, à la fin, elle tirera un peu la gueule, faut pas se faire d'illusions. Hein. Elle va pas faire un super rendement si le sol s'assèche de trop. Mais quand même, ce sont les sols les plus fertiles alors d'Alsace, c'est certain, de France probablement avec les limons du bassin parisien, et ces limons on les retrouve dans toute l'Europe du Nord-Ouest, c'est-à-dire depuis Hambourg jusqu'à Paris. Toutes les plaines des Pays-Bas, de l'Allemagne du nord du bassin parisien sont couvertes de ces limons. Et simplement, en Alsace, on a la chance d'avoir des épaisseurs extrêmement importantes, puisque parfois, il y a 5-6 mètres de limon. À l'extrême inverse, un sol dans une vallée alluviale, à côté de Brumath, justement, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, on est près de la rivière,
sur une terrasse d'alluvions déposées par la Tsorn. Et on voit d'abord, on n'a pas du tout les mêmes couleurs, mais on voit bien les horizons, hein, l'horizon humifère ici, et puis là, un horizon minéral. Il y a même très peu de matière organique. La texture de sol est complètement sableuse, donc une porosité qui retient très mal l'eau. En plus, le matériau d'origine, c'est des sables issus de l'érosion du grès des Vosges, en amont de Saverne, vers la Petite Pierre et tout ça. Des sables qui sont très acides, pauvres en magnésium. Et en plus, peu profonds, parce que même si c'est très profond, les plantes vont avoir du mal à développer des racines dedans, parce que c'est trop pauvre. Dans ces situations, la taille du réservoir utile pour l'eau, c'est environ 40 mm pour un enracinement à 60 cm. Donc ça veut dire que là, en une semaine, une culture intensive, elle a asséché complètement le sol. Et donc les rendements sur ces sols-là, ils sont complètement dépendants des pluies qu'on peut recevoir en été ou au printemps. Un exemple de sol alluvial hydromorphe, donc, qui est justement soumis à des problèmes d'excès d'eau. Il est développé sur des alluvions de rivières en Piémont des Vosges, là, vers Dambach-la-Ville, dans ces coins-là. Les matériaux qu'ils constituent, c'est un mélange de limon, d'argile et de sable. C'est des mélanges d'alluvions et de limon éolien en général. Ça a été remanié par les inondations. C'est profond, par contre, c'est très hydromorphe. Et ça se voit parce qu'on voit cette couleur qui est à la fois très pâle ici et rouille ici. Donc ça, c'est des signes d'excès d'eau. Et en plus, le matériau est acide. Donc ça veut dire que là, même si le sol peut être profond, l'enracinement va s'arrêter assez vite en profondeur parce qu'il y aura trop d'eau qui va stagner ici. Les racines ne vont pas pouvoir respirer et vont pas pouvoir se développer. Donc excès d'eau fréquent et très forte sensibilité au tassement. Donc c'est pas des sols. Alors ce sont pas des sols considérés comme fertiles, eux, comparativement aux sols sur l'Eus. Et puis, dernier exemple, on est dans la plaine du Haut-Rhin ou bien voilà, au sud de Benfeld, vers Markolsheim, dans ces coins-là. On est sur des alluvions du Rhin, des alluvions qui sont issues des dépôts de roches arrachées aux Alpes et déposées dans la plaine rhénane. Donc ces roches sont souvent calcaires. Elle repose et donc le sol est sableux, sablo-caillouteux et repose sur des alluvions caillouteuses. Les alluvions caillouteuses, on les voit très bien ici. Il y a quasiment très peu de sable et que du caillou. Donc forcément, avec tous les cailloux qu'il y a dans ce volume de sol, ce sol a une très faible réserve en eau puisque les cailloux participent pas à la porosité, à la réserve en eau. Donc là aussi, la réserve en eau du sol est très faible. C'est même encore plus faible qu'avant. 50 à 80 mm pour un enracinement à 60 cm. Donc ça veut dire que là, sans irrigation, on ne fait rien. Le grand miracle agricole de cette plaine-là, ça a été de pouvoir irriguer en prélevant de l'eau dans la nappe, ce qui a donné ces grandes plaines céréalières où c'est le maïs qui domine actuellement dans le paysage, avec des rendements qui sont parmi les meilleurs de France, exclusivement liés à la possibilité de les irriguer. Donc la fertilité, c'est à la fois le sol et puis la façon dont on peut amender ses caractéristiques naturelles. Alors maintenant, on va faire un focus sur l'analyse de terre, qui est donc la capacité que l'on a développée à travers des protocoles analytiques pour essayer d'évaluer la richesse en éléments minéraux du sol et leur disponibilité pour les plantes. Et là, sur ce nuage de mots, j'ai mis tout un tas de mots que l'on trouve dans un bulletin d'analyse de terre et dont certains peuvent parler, et puis d'autres un peu plus compliqués à comprendre. Donc, comment est-ce qu'on va s'orienter dans ce nuage de mots, c'est ce que je vais m'efforcer de vous présenter. Alors, dans une analyse de terre,
on a des valeurs brutes qui sont mesurées. On met une sonde pH dans un mélange eau et terre, on a une valeur de pH. Cette valeur de pH, en tant que telle, elle ne nous parle pas beaucoup. On peut avoir des pH de 4 dans des sols, comme on peut avoir des pH de 8, très élevés. On a besoin de l'interpréter, cette valeur mesurée, et à partir de ça, la valeur mesurée plus notre capacité à l'interpréter nous donne un indicateur concernant l'état de fertilité du sol. Alors, parmi les valeurs mesurées, il y a des valeurs qui sont déterminées par l'origine du sol. C'est la colonne de gauche. Donc, des choses qu'on ne pourra pas modifier. Les teneurs en argile, en limon, en sable, qui constituent la texture du sol, ben, on est incapable de les modifier. Imaginez que la masse de terre sur 30 cm, c'est environ 3000 tonnes de matériaux. Si vous voulez remonter la teneur en argile ou en sable de 1%, ça veut dire qu'il faut arriver à apporter au moins 30 tonnes de sable sur la parcelle. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. L'autre chose quasiment non bonifiable, la teneur en calcaire total, surtout dans les sols riches en calcaire, tout simplement parce que on ne pourra pas la diminuer. Si on la jugeait excessive, on ne pourrait pas la diminuer. Par contre, quand il n'y a pas de calcaire dans un sol, on est capable de corriger un petit peu le manque de calcium du sol. Par ailleurs, à partir de ces teneurs en argile, limon et sable, on est capable de porter un certain nombre d'interprétations sur le comportement agronomique lié à la texture. Par exemple, la sensibilité au tassement, le risque d'asphyxie. Ça dépend beaucoup de la texture, mais c'est modulé quand même par la teneur en matière organique. Et puis, dans la colonne de droite, on a des indicateurs de fertilité chimique qui sont interprétés et sur lesquels on peut intervenir, on peut les modifier par des interventions humaines, des ajouts d'éléments en particulier. Donc, ça va être particulièrement le pH, la teneur en matière organique et la teneur en éléments minéraux utiles aux plantes et estimés pour leur fraction disponible, donc phosphore, potassium, magnésium, oligo-éléments. Mais on peut aussi demander à un laboratoire de mesurer un certain nombre d'autres éléments qui sont des menaces pour la fertilité du sol ou pour la qualité des aliments qu'on va faire pousser dessus. Ce sont les teneurs en métaux indésirables, les teneurs en polluants organiques que l'on peut retrouver, en particulier quand on est dans les deux cas en milieu urbain. Alors, je vais insister sur le pH. Le pH, c'est un paramètre clé quand même pour la qualité de la nutrition minérale des plantes. Vous avez sur ce schéma différents éléments minéraux qui sont indiqués, calcium, phosphore, fer, magnésium, etc. Et ici, la gamme de pH. Et je prends l'exemple du magnésium. On voit que le magnésium, sa disponibilité maximale, c'est la largeur du schéma ici. Elle est maximale pour la plante quand le pH est entre 6,5 et 7,5. On voit qu'après, le magnésium devient moins disponible. Le fer, par exemple, il est très disponible au pH acide et il devient très peu disponible au pH basique. Du coup, en règle générale, la plante, sa zone de confort du point de vue de l'alimentation minérale, pour les plantes cultivées en tout cas, c'est entre pH 6,5 et 7,5. Ça correspond à la zone dans laquelle toutes les espèces minérales dont la plante a besoin sont le plus facilement assimilables. Alors, on va trouver des exceptions. La luzerne, elle va plutôt apprécier les pH basiques. Le châtaignier, l'arbousier sont des plantes qui se plaisent sur des terrains acides. Donc, ils ont des systèmes racinaires qui s'adaptent à ces conditions de milieu particuliers. Quand il y a des pH trop acides ou trop basiques, on voit apparaître deux risques majeurs. Dans les pH
trop acide, donc on est en dessous de pH 4,5. C'est l'aluminium qui devient extrêmement disponible. Alors l'aluminium, est-ce qu'il y est représenté? Oui, voilà, ici, c'est la zone. L'aluminium est extrêmement disponible au pH très acide et du coup, quand on est au pH neutre, il est plus du tout assimilable par la plante. Et heureusement, parce que l'aluminium est un élément toxique pour la plante. Donc, quand on a j'ai déjà observé, moi, rencontré des sols agricoles avec des pH à 4, la première des choses qu'on va faire, c'est d'amender le sol, c'est-à-dire d'apporter des éléments calcaires, de la magnésie, etc., pour remonter le pH du sol dans une zone favorable aux plantes. Et puis, à l'autre extrémité du spectre, dans les pH basiques, au-delà de 8, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Une très forte disponibilité du calcium pour la plante et un appauvrissement de la disponibilité du fer. Et là, on voit apparaître pour un certain nombre de plantes des risques de chlorose ferrique. C'est le cas en particulier pour la vigne, pour certains porte-greffes qui ne supportent pas les pH basiques parce qu'ils sont incapables d'alimenter la plante correctement en fer quand il y a trop de calcium. Donc là, le pH trop basique, on ne peut pas modifier, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas apporter des acides sur la parcelle. C'est la sélection des végétaux que l'on pourra cultiver qui seront adaptés à ces gammes de pH qui pourra permettre d'avoir une expression de la fertilité correcte. Alors, sur un bulletin d'analyse de terre, et je crois que c'est le cas dans votre groupe, vous avez eu sous les yeux ces bulletins d'analyse de terre. J'en ai pris un que j'ai un peu décortiqué. Donc, on voit le pH, il est neutre. Donc, pH 7, neutre, favorable. L'argile, 21,5%. Bon, c'est un taux correct, hein, c'est bien, c'est pas un sol trop argileux. La matière organique est de 5,6%, c'est élevé. Et j'ai eu la réponse au pourquoi cette teneur en matière organique. C'est un sol de jardin très ancien. Donc, quand on est dans des sols agricoles, on est fréquemment à des teneurs en matière organique autour de 2%, voire en dessous. Donc, à 5,6%, c'est pour moi, par rapport à des terres agricoles, une teneur extrêmement élevée. Et puis, on voit apparaître une valeur ici, la CEC, oh là là, en 22 centimoles par kilo, qui est considérée comme élevée. Qu'est-ce que c'est que cette CEC? Et le taux de saturation en dessous, 82%, satisfaisant. Qu'est-ce que c'est que la CEC? C'est la capacité d'échange cationique. Alors, les éléments minéraux qui sont utiles à la plante dans le sol, magnésium, calcium, faut pas que j'en oublie. Oui, principalement calcium et magnésium. Je suis sûr que je vais en oublier. Potassium, oui, pardon. Oui, ils sont là en dessous. Potasse, magnésie et chaud. Ces trois éléments-là, ils se présentent dans le sol sous forme d'une espèce chimique qui s'appelle les cations. Donc K+, Mg++, Ca++. La capacité d'échange cationique, je vais vous la présenter sur la diapo suivante. C'est une propriété de ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Le complexe argilo-humique, dans le sol, il y a des argiles, il y a de la matière organique sous forme de humus, et ces matières organiques et ces matières minérales sont imbriquées très étroitement au sein des agrégats du sol. Là, c'est une vue au microscope électronique. Les particules rugueuses, c'est plutôt de la matière organique. Les particules un peu lisses, c'est des matières minérales. Donc, de la taille des argiles, grosso modo, ou plus petit. Non, plus gros ici, parce qu'une argile, c'est 2 micromètres. Ici, ce complexe argilo-humique, il a une capacité particulière. Il est déséquilibré électriquement, c'est-à-dire qu'il a que des charges électriques négatives à sa périphérie. Et on vient de dire que la plante, elle se nourrissait de cations Ca+, Mg++ et K+. Du coup, qu'est-ce qui va se passer dans le sol? Ces cations, ils vont venir
se réunir autour de ces amas du complexe argilo-humique et on est capable de mesurer la taille, la capacité du sol à stocker ces cations et c'est ça qu'on appelle la capacité d'échange cationique. Donc cette capacité d'échange cationique, plus elle est élevée, plus le sol pourra retenir de cations favorables à l'alimentation des plantes. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et cette capacité d'échange cationique, qu'est-ce qui va permettre qu'elle soit élevée? D'une part, le taux d'argile, qui est assez correct, et d'autre part, le taux de matière organique. Dans un sol sableux et pauvre en matière organique, forcément, la CEC sera très faible et la taille du réservoir pour stocker la potasse, le magnésium et le calcium va être très faible. Donc voilà, ici, sur ce sol-là, on a une richesse en potasse, magnésie et chaux qui est exprimée ici, qui est très favorable. C'est les trois graphiques ici. Donc c'est pareil, ce sont des mesures de teneur qui ont été interprétées dans un référentiel qui permet de dire, à ces teneurs-là, la plante, normalement, elle a une bonne capacité à s'alimenter en éléments minéraux. Les oligo-éléments qui ne sont pas dosés sur cette analyse, mais qui sont les plus fréquents, le cuivre, le zinc, le bore. La plante en a besoin pour un certain nombre d'enzymes et donc parfois ces éléments-là, ces oligo-éléments peuvent manquer dans certaines parcelles. Par exemple, quand on cultive de la betterave sucrière, on fait très attention au bore parce que c'est fréquemment un facteur limitant de la bonne santé de la betterave qui développe des maladies s'il n'y a pas suffisamment de bore dans le sol. À côté de ça, on peut aussi mesurer les éléments qui peuvent être des menaces pour la qualité du sol ou la qualité des aliments qu'on va produire dessus. Vous avez une liste, ces éléments commencent à être, sont connus, identifiés et pour un certain nombre d'entre eux réglementés depuis 1998. Donc j'ai mis la liste des 7 éléments traces métalliques qui sont recherchés, en particulier quand on envisage de procéder à des épandages de compost urbain ou à des épandages de boues stations d'épuration. Il est obligatoire de rechercher ces métaux-là dans le sol, ainsi que ces composés traces organiques, qui sont ici des fluorantènes, du benzoapyrène, etc. Vous remarquerez que dans cette réglementation, il n'y a pas l'épiphyse. L'épiphyse est un problème que je considère émergent, parce que c'est peut-être un problème ancien, mais qui n'est devenu de notoriété publique que depuis très récemment, et dans laquelle la réglementation jusqu'à présent sur lesquelles la réglementation ne s'est pas penchée jusqu'à présent, malheureusement. Voilà, donc ça c'est la diapo du... Voilà, et pour conclure, quelques bonnes idées de littérature. Alors, 2 livres qui parlent du sol et qui expliquent l'origine du sol. C'est L'origine du monde par Marc-André Sellos, Un clin d'œil à Monet, non à Manet, pardon. Et un autre qui développe plutôt l'aspect activité biologique du sol. Et on voit ici justement un bousier cher à Cléopâtre en train de rouler sa boulette sur le sol. Voilà. Je voudrais aussi vous indiquer qu'il y a un site qui s'appelle, un site développé par l'Association française d'études des sols, dont vous avez l'adresse ici. L'AFES développe tout un tas de supports pédagogiques pour justement informer le grand public sur le sol, son fonctionnement, etc. Donc c'est un site très riche en ressources et des ressources d'accès gratuit. Conséquences des pratiques de l'agriculteur et du jardinier sur la fertilité. La fertilité, finalement, même si on part de sols qui sont intrinsèquement limités en fertilité, la fertilité, ça se cultive. Donc, quels sont les leviers principaux? Et je pense que vous les identifierez facilement après cet exposé, du moins c'est mon souhait.
Une couverture végétale permanente et diversifiée, même si on récolte, bien sûr, on cultive le sol pour récolter des choses, bien évidemment, euh, il faut envisager une couverture végétale permanente, diversifiée, à la fois pour protéger la surface du sol, stimuler l'activité biologique du sol, donc entretenir la porosité liée à toute cette activité vivante. Et ça permet aussi, si on s'y prend bien, de gérer les adventices et certains parasites du sol. Donc ça se travaille, ça se raisonne. C'est pas évident pour un agriculteur à mettre en œuvre, mais les bénéfices sont énormes pour lui-même et pour la collectivité. C'est la limitation des interventions mécaniques de travail du sol, que ce soit en agriculture ou au jardinage ou au jardin. Quand on travaille, quand on fait une intervention mécanique sur un sol, comme un labour, on prend un immeuble, on le secoue et on le retourne la tête en bas. Les habitants qui sont à la cave, qui étaient à la cave, sont peut-être encore vivants, mais ils sont sous les décombres. Les habitants qui étaient dans les étages, ils sont blessés ou morts, et en tout cas, leur habitat est complètement détruit. Donc, vous imaginez assez bien que dans ces conditions, l'activité biologique du sol, elle reste minime. Troisième levier d'entretien, la fertilisation, c'est-à-dire que s'il y a des éléments minéraux qui sont en déficit dans le sol, on peut les apporter sous forme d'engrais. On peut aussi apporter des amendements qui vont avoir pour fonction de corriger le pH s'il est trop acide, de maintenir ou d'accroître le taux de matière organique si le maintien d'une couverture végétale permanente n'est pas suffisant pour entretenir ce taux de matière organique. Et puis, les aménagements fonciers, quand il y a de l'excès d'eau, on peut intervenir en drainant les parcelles. Attention à pas drainer les zones humides, cependant. C'est soumis à autorisation de drainer. Et puis, l'autre aspect, c'est l'irrigation quand il y a de l'eau disponible et quand c'est pas pour maintenir un système qui est de toute façon voué à l'échec avec le changement climatique. Voilà, j'en ai quasiment terminé. 2 suggestions de lecture ou 2 références de lecture. Pour les professionnels, il existe un ouvrage qui s'appelle Le Guide de la fertilisation raisonnée, qui reprend énormément des éléments que je vous ai présentés, mais de façon beaucoup plus scientifique et puis avec un certain nombre d'outils de raisonnement, de calcul, etc. Et puis, au jardin, les leviers de base sont identiques, mais à petite échelle, et avec une possibilité qu'on peut mobiliser à l'échelle des jardins. On peut apporter des amendements organiques très généreusement à la surface du sol, parce qu'on a des petites surfaces. Si on a des ressources en paillage de foin, en bois raméal fragmenté, en compost de déchets verts à proximité, du coup, on va pouvoir apporter énormément de produits organiques à la surface du sol. Et c'est un des axes de travail d'un collègue qui s'appelle Didier Ensetter, qui a écrit une série d'ouvrages qui s'appelle Le potager du paresseux et qui active les leviers de l'activité biologique du sol avec en partant de paillage de foin en particulier. Mais ça marche pas forcément partout. Soyons raisonnables. Voilà, j'ai terminé ma présentation et on peut passer maintenant à la phase interrogation, discussion. Merci Rémi, c'était très clair et très intéressant. Alors, il y a eu l'une ou l'autre question qui ont d'ores et déjà été posées dans la discussion. Peut-être qu'on peut commencer par là, à la limite, c'est comme ça souvent qu'on fait émerger les questions. Alors, j'essaie de remonter le fil pour pas en oublier. Il me semble que c'est Alice qui a lancé les débats, qui posait la question du taux de saturation. Alors, le taux de saturation, oui, j'ai zappé. J'ai zappé. Le taux de saturation, je vais revenir sur la diapo à ce moment-là. Hop. Voilà. Le taux de saturation. On a une CEC. Donc, la CEC, c'est le laboratoire à la capacité de mesurer le nombre de places disponibles autour du complexe argilo-hémique pour stocker des cations
intéressant pour la plante, K2O, MgO, CaO. Le taux de saturation, c'est dans cette capacité à stocker des cations, quelle est la place occupée justement par le potassium, le magnésium et le calcium. Sachant que le reste, et aussi le sodium. Le sodium est en général dans nos situations de régions tempérées, il y en a très peu, donc on peut quasiment l'oublier. Sachant que ce qui n'est pas occupé par calcium, potassium et magnésium va être occupé par un ion qui nous intéresse beaucoup moins, qui est l'ion H+, qui est responsable de l'acidité du sol. Donc, plus le taux de saturation est élevé, moins on a de risques de voir apparaître de l'acidité dans le sol. Bon, et il n'y a pas besoin d'être à 100%, puisque là, on voit un taux de saturation de 82% nous permet de maintenir un pH de 7. Donc, voilà, c'est le taux de saturation, c'est le niveau de remplissage de la CEC par les ions, les cations intéressants pour la plante. Oui. Je ne sais pas si c'est possible de rebondir sur le taux de saturation. Vous m'entendez ou pas? Pas bien. On vous entend, je vous entends. Ouais, nous, on a une analyse de sol avec un taux de saturation qui est sursaturé. C'est quelque chose que j'ai déjà vu ailleurs. Moi, je me pose la question de comment interpréter ce résultat d'analyse, parce que plus que 100% sur une capacité, pour moi, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça Je suis d'accord. traduit d'avoir ce genre de chiffre? Parce que je sais pas comment l'interpréter. J'ai déjà posé la question à plusieurs personnes. Puis des agriculteurs qui sont trop contents d'avoir des taux de sursaturation, ils pensent que c'est bien. Voilà, pour moi, tout ça, c'est très flou, ça demande un éclaircissement, Oui. un éclairage. Bon, je vais essayer d'apporter une réponse. Hein. Je suis pas spécialiste des taux de saturation ou de sursaturation. L'une des hypothèses, c'est qu'on est dans un sol calcaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder par ailleurs. Hein. Et que quand on fait la mesure du calcium échangeable. Donc, normalement, le l'ion Ca++ qui garnit le complexe argilo-humique. Quand on fait cette mesure, on débomine du CaCO3 qui nous fabrique du Ca++ excédentaire. Et donc, à l'analyse, on a plus de Ca++ qu'il n'y en a en réalité dans le sol. Parce que normalement, le reste, il est stocké sous forme de CaCO3, il ne participe pas au garnissage du complexe argilo-humique. C'est un artefact analytique, en quelque sorte. C'est exactement ce que je pensais. Merci pour cette réponse. Il y avait un doublon dans le comptage, quoi. Voilà, on fait des doubles, enfin, non, c'est pas des doubles comptes, mais on compte des espèces minérales qui ne participent pas à la garniture du complexe argilo-humique. Voilà. Alors, Alors, il y pour avait reprendre d'autres. le fil de ce qu'il y avait dans les Oui. questions écrites, il y avait une question, c'est que faire quand le sol est très basique? Toujours aller. Alors, le seul évitement possible, c'est la sélection des végétaux, alors soit dans les espèces, soit parmi les espèces dans les variétés qui supportent ces excès de calcaire. Je vais prendre un exemple anecdotique. Le rhododendron, vous pourrez jamais le cultiver dans un sol calcaire. Au contraire, dans les jardins, je lui fais même une petite place en terre de bruyère pour qu'il soit dans une situation acide. De façon moins anecdotique, la plupart des plantes cultivées, le blé, le maïs, etc., s'accommodent à peu près des situations d'excès de calcaire. Les seules espèces sur lesquelles il faut choisir des variétés qui supportent ou des porte-greffes qui supportent, c'est justement en arboriculture ou en viticulture. Voilà, en viticulture, on a des porte-greffes qui sont adaptés aux situations de sol à risque de chlorosphérique, tout simplement. Éventuellement, si ça suffit pas,
Et ça, c'est vraiment pour dans un objectif de productivité. Ça peut être des apports de fer, alors je ne sais pas sous quelle forme exactement, mais en pulvérisation foliaire. Parce que c'est le fer qui va manquer dans ces situations-là. La plante ne va pas pouvoir absorber le fer suffisamment. Donc, C'est des des chélates apports en foliaires, général. mais à mon avis, c'est plutôt la dernière extrémité, là. Donc, sélection des variétés ou des porte-greffes résistants en arboriculture comme en vigne. Mais c'est quelque chose qui est maîtrisé. Les sélectionneurs savent proposer des matériaux végétaux adaptés. Faut juste pas oublier de le faire, quoi. Alors Alice pose une question qui prouve qu'elle a suivi le début. Elle demande si la couverture végétale du sol ne fait pas concurrence aux végétaux cultivés. Parce qu'effectivement, comme tu le Alors, disais, les adventistes, voilà, je te laisse. C'est une excellente question. D'ailleurs, c'est un des principaux sujets un des principaux obstacles à l'adoption du non-labour et de la couverture végétale permanente par les agriculteurs, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir semer une plante cultivée. J'ai un beau couvert végétal que j'ai semé à l'automne. Il a passé l'hiver, il est très développé au printemps, mais moi, mon objectif, c'est de semer un tournesol, un maïs. Donc, il faut que je me débarrasse de cette couverture végétale vivante. Et une des solutions, le glyphosate. C'est QFD. Non, mais voilà, une des pierres d'achoppement du débat sur le glyphosate, en dehors des considérations concernant l'évaluation de sa toxicité et de la transparence des procédures le concernant, c'est qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs bien intentionnés qui sont en non-labour, qui veulent privilégier l'activité biologique au sein du sol en implantant des couverts végétaux permanents et qui se demandent mais comment je vais détruire mon couvert végétal pour implanter la culture qui vient derrière. En alternative, en agriculture biologique, là aussi, on a les mêmes préoccupations. On aimerait bien profiter à fond d'une activité biologique intense au sein du sol, permise par des couverts végétaux abondants, etc. Mais là aussi, comment on le détruit? Et là, on n'a pas le glyphosate. Donc, développement d'outils divers et variés pour scalper le sol, l'un des premiers réflexes, un peu ancien, c'est d'utiliser, de semer à l'automne des plantes gélives, dont on sait qu'elles vont mourir en hiver avec un coup de gel. Manque de chance, avec le changement climatique, cette solution, elle a probablement de moins en moins d'avenir, même si on trouve des plantes très sensibles au gel. Deuxième solution, avoir des plantes dont les tiges sont cassantes, et on va passer avec des rouleaux munis de barres qui vont écraser les tiges au sol, et donc normalement le végétal qui a été semé ne repart pas. Et puis la troisième solution, c'est le labour, parce que quand on laboure, on enfouit les plantes sous la surface du sol, mais là on est sûr qu'elles repartent pas. Donc solution mécanique, solution chimique, il faut que chaque agriculteur trouve son propre cheminement dans cette problématique-là. Deuxième aspect quand même, la couverture végétale du sol ne fait-elle pas concurrence aux végétaux cultivés? Donc on a vu là, pour semer une culture, il faut avoir détruit la couverture végétale précédente. Deuxième aspect, la couverture végétale qu'on a semée en automne et qu'on va détruire au printemps, on admet qu'on a résolu les problèmes de sa destruction, elle a consommé de l'eau tout l'hiver. Donc, est-ce qu'au printemps, on ne va pas récupérer un sol dont les réserves en eau ne seront pas correctement reconstituées pour servir de support de développement à la culture suivante? Alors, c'est une interrogation. Dans les sols profonds, il semble que ça se passe assez bien, mais il y a peut-être un raisonnement. Il ne faut pas détruire la couverture végétale trop tard. Il faut la détruire au courant de l'hiver quand
quand elle a fait son boulot. L'important, c'est que les animaux du sol aient à manger. Donc, une fois qu'elle s'est bien développée à l'automne, on peut la détruire sans remords assez vite. Voilà. Avant d'attaquer les questions de Barbara, je crois que, alors je suis désolé, hein, je coupe l'herbe sous le pied sans jeu de mots, je crois que Jonathan a relevé la main à plusieurs reprises, il avait peut-être une question qui était en lien avec la précédente, c'est pour ça que je me permets de le... Non, non, j'ai voulu la baisser, je savais plus si ça a été levé ou baissé, c'est pas. Ça marche, pas de Et souci. du coup, je l'ai levé. Alors, les questions de Barbara. Concernant les plantes potagères, elle demande quelle est la fourchette de profondeur d'enracinement. C'est une bonne question. Parce qu'effectivement, Barbara, elle a sans doute retenu que plus les racines sont profondes, plus elles sont capables d'exploiter l'eau du sol. Et c'est intéressant. Pour quand on calcule une réserve en eau dans un sol, on la calcule sur une surface d'enracinement annoncée. Alors, moi, les exemples que je vous ai donnés, je les ai pris en référence à des plantes cultivées comme le blé. Le blé, quand il n'y a pas d'obstacle à l'enracinement d'un blé, les racines descendent à 120 cm de profondeur. Quand on est en maïs, j'ai eu l'occasion d'observer dans des profils sur sol leucique, donc des sols les plus favorables, des densités d'enracinement encore très correctes à 180 cm de profondeur. Les plantes potagères, le développement, d'abord, c'est des cycles beaucoup plus courts, hein, c'est quelques semaines à 2-3 mois. Donc, les fourchettes de profondeur, on va considérer qu'elles sont entre 40 et 60 cm probablement. Ça me semble être une fourchette réaliste. Il faudrait demander à des maraîchers au lycée de Winsenheim, par exemple. Ils ont quand même travaillé des systèmes de production en maraîchage. Et je pense que oui, 40-50 cm, ça me paraît une fourchette presque haute pour ces espèces-là dont le cycle est très raccourci. Hein. On les mange vite, hein. On les récolte vite. Et je me permets de compléter la question concernant les arbres fruitiers. Est-ce qu'on a pareil une fourchette, grosso modo, pour avoir un ordre d'idée plutôt, hein, pas forcément précisément? Les arbres fruitiers, là, je pense qu'on est plutôt dans les ordres de grandeur entre 1 et 2 mètres de profondeur. La vigne, en tout cas, c'est sans problème 1 à 2 mètres de profondeur. Encore une fois, s'il n'y a pas d'obstacle. Hein, bon, et une vigne, alors les vignes, comme les vignes vieilles qui ont 60 ou 80 ans, je pense qu'on peut parfois avoir. C'est pas un système racinaire dense, mais on peut avoir des racines qui descendent jusqu'à 3-4 mètres de profondeur. Par contre, la partie la plus active du système racinaire, elle restera dans le premier mètre, hein, quand même. Par contre, ces racines profondes, pour une alimentation en eau dans les situations difficiles, elles ont de l'importance. Ouais, Et concernant plutôt là, les arbres fruitiers, en dehors de la vigne, figuier, oui, non, c'est ce que je etc. disais, je pense. Là, on est entre 1 et 2 mètres aussi. Oui, entre 1 et 2 mètres, je pense. Ouais. Ouais. D'accord. alors, Merci. de mémoire, dans le cadre de l'atelier Tous en Sol, on a exploré un petit peu ces questions et on était effectivement sur 40-60 pour les potagères et pour les fruitiers, on s'est aperçu qu'il y en a certains qui allaient même beaucoup plus profond. De mémoire, il y avait les pommiers ou d'autres qui explorent pas mal le sol, qui sont d'ailleurs assez résistants à la sécheresse en réalité. Et on était effectivement, dans certains cas, sur plusieurs mètres, mais sans non plus, 3 mètres peut-être de mémoire, mais je ne me rappelle plus les variétés. Mais encore faut-il que le sol s'y prête, quoi. Ouais, et puis lui laisser le temps de le faire. Hein. C'est pas le jeune pommier. Il y avait un autre volet de questions, donc peut-être pour parler engrais verts, Barbara qui demandait s'il existe des alternatives végétales équivalentes aux amendements animaux. Alors, quelle est la spécificité d'un amendement animal, donc un fumier, par rapport à un végétal? À part qu'il est un petit peu déjà partiellement composté, enfin voilà, il y a une évolution. Je ne sais pas s'il faut, enfin,
je ne sais pas s'il y a une différence vraiment significative entre les deux gammes, hein, végétales ou amendements animaux. La seule chose, c'est que dans les amendements animaux, il y aura forcément plus d'azote, parce qu'il y a des protéines excrétées. Et pour avoir l'équivalent dans les alternatives végétales, il faut que la couverture végétale du sol comporte des légumineuses dans un mélange pour avoir cet effet d'enracinement azote. Je pense que fondamentalement, je vois ça. Après, de façon plus subtile, est-ce que l'état de décomposition des fumiers va jouer un rôle différent par rapport aux alternatives végétales? Moi, je mettrais ça plutôt catégorie secondaire, mais c'est qu'un avis personnel, hein, il n'est pas étayé. Par contre, la question de l'azote, oui, ça, oui. On l'a dans l'un et on l'a pas dans l'autre si on n'y fait pas attention. Est-ce que je peux me permettre de compléter la question parce qu'on a eu plusieurs conférenciers qui systématiquement ont insisté sur l'importance historique du fait d'associer élevage et culture, notamment pour les amendements et les apports. Est-ce que de ton point de vue, Rémi, effectivement, ces apports animaux peuvent être complètement, enfin, on peut pallier complètement à ces apports animaux par le biais d'engrais verts, ou est-ce que quelque part, à un moment, fatalement, on a encore des besoins à ce niveau-là? Alors, je pense que c'est une question extrêmement complexe à resituer dans un contexte où on n'avait pas grand-chose sous la main en termes de fertilisants. Historiquement, les fertilisants, ça a un bon siècle. Fertilisants minéraux tels qu'on les connaît aujourd'hui, et les engrais phosphatés, azotés, potassiques, etc. Il y a un siècle et demi, on n'avait quasiment pas ça. Donc la seule façon d'améliorer une fertilité chimique, c'était de répartir des fumiers. Il n'y avait pas d'autre chose que le fumier non plus. On n'avait pas de lisier, c'était pas des lisiers, c'était pas des formes lisiers. Donc c'était la seule façon d'apporter des éléments minéraux sans doute sur une parcelle. Donc je pense qu'il faut faire attention à une confusion des faits liée à une perspective historique un peu particulière, enfin une perspective historique. Je vais prendre l'exemple des pigeonniers. Les pigeonniers, un certain nombre de domaines agricoles entretenaient des pigeonniers avec des belles colonies de pigeons. Et dans les pigeonniers, on récupère au sol les fientes de pigeons. Qu'est-ce que c'est que ce système? C'est aller récupérer de la fertilité chimique par des pigeons qui vont aller manger sur tout un vaste territoire et la concentrer en un lieu, le pigeonnier, dans lequel on la récupère, on va l'étaler de façon raisonnée sur les parcelles dont on veut améliorer la fertilité. Donc, les animaux, en plus de ça, les animaux, c'était quand même un point de passage obligé dans une exploitation agricole parce qu'on en avait besoin pour l'attraction animale, au minimum. On en avait besoin pour exploiter un certain nombre de parcelles qu'on savait pas labourer, travailler, etc. Donc, c'est une façon de redistribuer une fertilité chimique qu'on va glaner ailleurs sur un territoire, de la concentrer dans les déjections animales et puis de l'épandre sur les parcelles que l'on veut favoriser. C'est un des aspects, à mon avis. Barbara, je te propose de compléter, puis après on prendra la question de Margherita. Oui, c'était juste pour m'assurer que je comprends bien. Rémi, du coup, l'alternative, si je comprends bien, à la fertilisation animale, c'est la fertilisation chimique au sens moderne. Alors, oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Ceci étant, on compte quand même beaucoup sur les couvertures végétales du sol avec ce qu'on appelle justement des engrais verts pour doper l'activité biologique. On a vu l'aspect porosité, on a vu l'aspect régulation parasitisme, l'aspect aussi mobilisation de ressources minérales du sol qui sont pas forcément, dont on accélère la mobilisation
parce que justement, on entretient une forêt champignon-bactéries le plus longtemps possible à un niveau intensif pour maximiser l'exploitation des réserves minérales du sol qui sont normalement pas accessibles. Je ne sais pas quelle en est la limite, mais en agroécologie, on compte là-dessus quand même un minimum. Alors, pour continuer à parler vie du sol, Margherita qui nous demande comment est-ce qu'on peut mesurer ou objectiver ou analyser cette fertilité biologique. Ah, là aussi une excellente question, parce que c'est au cœur des préoccupations scientifiques depuis au moins 20 ans, depuis qu'on commence à s'intéresser à cette activité biologique. Alors, là, je vais me référer à un travail INRAE récent, une expertise collective qui a été délivrée en courant de l'année 2025 sur des indicateurs de santé du sol. Donc, un travail de prospective. Il y a forcément des chercheurs qui sont allés dans de multiples directions pour essayer d'évaluer l'intensité de l'activité biologique du sol et sa qualité. Et donc, ils en ont fait une synthèse. Moi, cette synthèse, j'ai pas eu l'occasion de l'exploiter ou de devoir travailler avec, donc elle dort dans un coin pour moi. Mais c'est un sujet pris en charge, effectivement, qui est au niveau de la recherche et qui est en train progressivement de diffuser vers le monde de l'application. Ça va être d'autant plus important que la directive européenne sur les sols, elle parle de santé des sols, elle demande d'évaluer cette santé des sols. Et que les indicateurs d'activité biologique, il va y en avoir une gamme qui va être un peu une gamme officielle. Ceci étant, il y a aussi des services qui sont proposés aux agriculteurs par un certain nombre de laboratoires. Alors moi j'en ai un en tête, mais c'est pas forcément c'est pas forcément le seul à avoir en tête. Il y a des laboratoires qui proposent d'analyser les nématodes du sol. Donc, les nématodes du sol, ce sont des petits vers microscopiques qui font 1 à 2 mm. Certains sont des prédateurs de bactéries, certains se mangent entre eux, certains parasitent les racines des plantes. Donc, il y a différentes niches écologiques parmi ces nématodes et ils regardent à la fois l'abondance de ces nématodes et l'équilibre entre les différentes catégories de nématodes, justement pour vérifier que les nématodes qu'on appelle phytophages, qui se nourrissent des racines des plantes, sont pas trop dominants dans le système et sont bien régulés par les autres nématodes qui sont capables de venir les bouffer. Donc, ça donne des indications sur un état de santé biologique du sol, un équilibre biologique du sol. Alors, il y a la piste des nématodes. Il y en a qui mesurent des biomasses microbiennes. Je ne sais pas si on sait très bien les interpréter. Il y a beaucoup d'indicateurs qui sont malheureusement trop frustres pour différencier autre chose que faire la différence autrement qu'entre un sol de prairie, un sol cultivé, etc. Donc c'est encore délicat d'usage à mon avis pour le commun des mortels ou pour le jardinier. Mais la piste des nématodes, elle me plaît bien quand même parce que on a il y a un raisonnement derrière l'équilibre entre les différents types de nématodes au sein du sol qui me paraît assez construit et assez solide. Et concrètement, il y a des laboratoires qui peuvent analyser ça. Comment ça marche? C'est difficile. Oui, alors, oui, parce que alors là, ça demande une expertise. Faut aller les identifier à la loupe binoculaire, les nématodes. C'est pas donné à tout le monde quand même. Donc, il y en a, à ma connaissance, il y en a au moins 2 qui font ça. Il y en a un, il s'appelle Elisol, qui est basé à Montpellier. Et puis, il y en a au moins un second qui propose cette analyse de nématodes. Et alors, j'en connais pas le coût. C'est, à mon avis, beaucoup plus cher qu'une analyse de terre chimique comme on a l'habitude de les faire, parce que ça demande des heures de loupe binoculaire et des manipulations d'échantillons assez précises.
Mais je sais que au lycée agricole d'Aubernay, où il y a un essai sur l'utilisation des digestats, leur impact sur la fertilité du sol, ils ont recours à ces analyses-là pour essayer d'y voir clair sur comment ça se passe dans leur situation. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez juste répéter la référence du premier travail que vous avez Le premier laboratoire, Non, non, Edisol. pas le laboratoire. Au tout début, vous avez parlé d'un travail Ah, d'un groupe de La synthèse de chercheurs. 2025, Ouais, si jamais tu c'est as ça. des ouais, ressources de référence. Parce que j'ai juste cherché un vite fait, instant, j'ai pas trouvé. j'ouvre ma bibliothèque et j'essaie de vous mettre le document dans la toc toc. La discussion, si jamais tu as le... Oui. Oui, tout à fait, c'est mon objectif. Je vais rechercher par l'année 2025. Alors, est-ce que j'en profite pour te livrer la question suivante ou on fait les choses? Parce que je veux pas non plus te... Alors, j'ai trouvé. Ah, Je vais magnifique. Ah oui, essayer tu es de vous. efficace. Ah bah, j'ai une bibliothèque électronique copiée. Il faut juste que je revienne sur l'écran. Coller. Voilà. Super. Super. Des Merci beaucoup. indicateurs pour préserver la qualité des sols. Merci. Téléchargeable gratuitement si ma mémoire est bonne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, bah, je propose de passer à une question de Jonathan. Effectivement, son constat, c'est que quand on cultive des plantes potagères, on vient de le dire tout à l'heure, on explore une faible profondeur du sol. Quel effet ça peut avoir sur la fertilité? Est-ce que c'est pas un peu regrettable, on va peut-être parler d'agroforesterie, je sais pas, de ne pas optimiser une profondeur de sol plus importante? Ou une rhizosphère peut-être plus développée et profonde, voilà, parce qu'il y a aussi peut-être la question de la densité également. Je serais tenté de répondre que non, c'est pas bien grave. L'important, c'est d'avoir ce soutien de l'activité biologique à la fertilité sur la profondeur que les racines des plantes que l'on cultive vont être exploitées. Ouais. C'est Enfin, je me pose la question en fait de l'effet de la rhizosphère, c'est pas forcément par rapport aux arbres et tout ça, mais je me dis que les racines, elles ont quelque chose d'important dans les fonctionnalités du sol et aussi en termes de nutrition des certains micro-organismes. Et du coup, j'imagine que une faible occupation racinaire peut conduire à une perte de certaines fonctions qui ont à voir avec la fertilité. Je sais pas si c'est plus précis de le dire comme ça. oui, mais là, je suis, enfin, voilà, j'ai pas, je vais être honnête, j'ai pas beaucoup d'avis sur cette question-là. C'est sûr que qui peut le plus peut le moins, certainement, mais mon raisonnement s'arrête à cette maxime un peu simpliste. Je suis désolé de pas pouvoir vous répondre de façon plus argumentée, dans un Ouais, sens de c'est pas grave, compréhension. c'est pas grave. Merci. J'ai plein d'autres questions, hein. Faire une séance spéciale alors. Donc je peux me retenir, hein, sinon. Y a pas de... Non, non, mais on peut encore en profiter. Ok. Bah, je sais pas si je peux du coup poser ma question. Bah si, vas-y Jonathan, pas de C'est problème. bon. Ouais, bon, j'essaie de regrouper plusieurs questions en une seule, mais ça tournait autour de, bah, y a-t-il une capacité de stockage du carbone qui est inhérente à un sol? Parce que nous, enfin, dans notre cas de figure, on a un taux très haut de matière organique. On a 10,8%. Et Ah c'était en oui. fait un lieu d'entrepôt de boue urbaine. Enfin, il y a une histoire assez longue. Je suis pas sûr de la maîtriser parfaitement. Et je me posais la question de s'il y a un moment donné, on peut saturer aussi un sol en matière organique, ce que ça avait comme effet sur aussi la formation des complexes argilo-oviques, quel type de complexe et l'effet sur la fertilité. Enfin voilà, j'essaie de faire un peu large.
Alors, sur la capacité d'un sol à stocker de la matière organique quantitativement, oui, il y a des travaux qui ont porté là-dessus. Alors là, j'ai pas les références en tête, mais oui, enfin, j'ai l'impression que dans le monde scientifique, on considère qu'effectivement, il y a une limite à stocker du carbone dans le sol de façon stable, hein. Parce qu'on peut en avoir toujours en excédent par rapport à cette limite. Simplement, on active la minéralisation et enfin la minéralisation va venir consommer cet excédent de matière organique stockée peut-être un peu plus rapidement. Par contre, voilà, il y a des après dans un sol de tourbe par exemple, c'est un sol qui est composé à 80% de matière organique, simplement parce que les mécanismes de minéralisation de la matière organique sont bloqués. C'est le froid et l'acidité, grosso modo, hein. Ouais. Maintenant, quand Sauf que on est nous, à on est sur un 10%, quand on est à 10% de matière organique, sous certaines prairies très anciennes, c'est plausible. C'est pas un taux anormal. Par contre, s'il n'y a pas un passé prairial très ancien, oui, alors ça veut dire qu'il y a eu des apports importants de matière organique qui se sont stockés dans le sol, mais encore une fois, ce sera sans doute pas un stockage durable. Maintenant, je sais pas, le stockage de la matière organique dans le sol, c'est un sujet très vif, très débattu. Les différentes formes de carbone qui sont stockées dans le sol, voilà, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Moi, j'ai un peu décroché de la connaissance de ces mécanismes-là, et encore une fois, je vais avoir du mal à vous répondre précisément, quoi. Ok, merci, je chercherai. Il faut chercher, il y a une expression, je sais plus comment c'est. Ah, ouais, c'est carbone dans le sol, mais je sais plus comment on l'appelle, ce carbone qui est très profondément fixé dans le sol, quoi. Et qu'on sait, Ouais, et parce que que quand nous, même qu'on commence à savoir chercher pour analyser, quoi. ouais, parce que en termes plus agronomiques, nous, on a eu des conseils du genre, il y a trop de carbone, ce carbone il est bloqué, il faudrait ajouter de l'argile pour pouvoir améliorer les choses. Bref, on a eu ce genre de remarques sur le terrain. Voilà, et moi je me demandais si du coup, comme j'imagine, c'est pas un sujet fréquent dans les sols agricoles Ben non, d'avoir ces taux-là. on est, Et du on coup, est plutôt à en l'inverse. termes de levier agronomique, on trouve pas trop, mais voilà, peut-être que je disais ça existait, ce genre de problématique, et qu'il y avait des choses à faire ou pas, hein. Moi, je disais peut-être oui, et du coup, dans ce cas, même travailler légèrement le sol pour apporter un peu d'air, est-ce que ça peut pas débloquer des choses? Est-ce qu'il n'y a pas des effets de Ah ben, retard liés à ces taux, enfin, tout ce genre de trucs, quoi. incontestablement, le fait de travailler le sol, en général, ça donne un petit coup d'accélérateur à la minéralisation. Ça, c'est clair. Alors, Bon, voilà. je vois apparaître une question. Le compost issu de déchets de cuisine et de table a-t-il un intérêt? Oui, bah oui. C'est pas forcément le plus abondant, mais enfin, à l'échelle individuelle, hein, on fabrique pas grand-chose, mais oui, bien sûr, oui, oui. À condition que le compostage soit bien conduit, hein. On parle bien d'une digestion aérobie des matériaux. Il est en tout cas agronomiquement totalement compatible avec la fertilité. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez parler, hein, si vous en avez une. Sinon, bah, on va tranquillement regagner nos cuisines. Oui. Veux-tu ajouter quelque chose, Rémi?
Écoute, non, non, je pense, enfin moi j'ai pris plaisir à répondre à des questions qui étaient toutes très pertinentes, donc c'est réconfortant. Et ben, je souhaite surtout que on ait pu partager des conceptions qui vous permettent d'avoir des idées plus claires maintenant quand vous allez évoquer la fertilité des sols. Bah, super, merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions. Merci pour votre présence. En principe, l'enregistrement ayant marché, vous aurez accès assez rapidement à la... Si tu en es toujours d'accord, Rémi, mais normalement oui, parce que sinon tu ne Oui, serais oui, pas bien venu, sûr. on va dire commencer. Donc, accès à la vidéo sur la chaîne YouTube de Solonville et du coup sur le site, par le site Solonville pour ceux qui ont besoin. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont encore dit moi je ne serai pas disponible, mais est-ce que je pourrais de nouveau regarder? Donc ça normalement devrait avoir une certaine utilité. Donc merci encore Rémi, merci à tous et je vous dis à très bientôt, c'est certain. À bientôt. Au revoir.